À journée spéciale, émission spéciale à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, ce 4 février 2022 qui va être célébré dans le monde entier. Sud-Ouest et TV7 s'associent avec le CHU de Bordeaux. On vous propose 2 rendez-vous spéciaux consacrés à cette maladie. Une maladie qui touche encore 18 millions de nouveaux malades par an dans le monde. Un homme sur 8 décède d'une forme du cancer. C'est le cas d'une femme sur 11. En France, on parle de près de 380 000 cas de cancer détectés par an et près de 160 000 décès. Bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous pour un sujet douloureux mais ô combien intéressant. Pour en parler, on va avoir plusieurs rencontres tout au long de cette journée. On a eu une rencontre sur le cancer pédiatrique. On va parler maintenant des cancers de mauvais pronostic, un terme qu'on va évidemment vous expliquer. On va parler du cancer colorectal, du cancer du pancréas. Vous pouvez retrouver toutes ces rencontres et tous ces échanges sur sudouest.fr et sur tv7.fr avec une séance spéciale et on a des remerciements spéciaux pour les médecins du CHU qui nous accompagnent tout au long de cette journée. Ils ont pris en face d'eux une marée de questions émanant de vous, internautes, lecteurs de Sud-Ouest, fidèles de TV7 et de sudouest.fr. On va répondre à la grande majorité de ces questions. On en fera une émission spéciale que vous pourrez voir et revoir. Vous pouvez aussi, évidemment, profiter de ces échanges pour échanger vous-même en commentant sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le menu et on est parti. Cette rencontre se passe aujourd'hui avec Véronique Vendrely. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le professeur oncologue radiothérapeute au service de radiothérapie du CHU de Bordeaux. Professeur Jean-Frédéric Blanc, bonjour. Oncologue digestif, service d'hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive au CHU de Bordeaux. On vient de le dire, on a mis une thématique ensemble, en route, qui ne parle pas forcément à tout le monde, qui est un mot un peu bizarre, c'est ces cancers de mauvais diagnostic. Et du coup, on s'est dit, on ne va pas l'appeler comme ça, on a mis les cancers qui font peur. Qu'est-ce qu'on va classifier, qu'est-ce qu'on va mettre parmi ces cancers ? Effectivement, on parle de cancer de mauvais pronostic, c'est un terme un petit peu vague, de façon très objective et peut-être un peu brutale, on peut le définir par le risque de mourir du cancer, qui dépend de chaque type de cancer, et un certain nombre de cancers sont associés à une mortalité malheureusement encore très importante. Et c'est pour cela qu'on a choisi de parler en particulier du cancer du pancréas. Quand on a un cancer du pancréas, les chances de survie à 10 ans, même à 5 ans, sont inférieures à 10%. Et il y a donc ces cancers-là, d'autres cancers digestifs, les cancers du poumon, les cancers, certains cancers du sang, des cancers du cerveau, qui ont ce très mauvais pronostic en termes de mortalité. Cette durée de vie, entre guillemets, espérée, par opposition avec un cancer moins agressif, c'est dans quelle proportion ? C'est une proportion très importante. Il y a un certain nombre de cancers que l'on guérit très bien ou avec lesquels on vit très longtemps parce que la maladie peut devenir chronique. Et on a des cancers avec des taux de survie qui sont à plus de 90% à 5 ans. Bon. On ne va pas trop parler justement de cela aujourd'hui, on va parler plutôt des autres. Quels sont les cancers concernés, professeur Vendrely, justement, si on peut les catégoriser et donner quelques noms au-delà de celui qui vient d'être présenté par votre confrère ? Alors, on voulait aborder aussi le cancer colorectal, un peu pour le mettre également en contraste vis-à-vis du cancer du pancréas, où là, donc le cancer colorectal, on est plutôt sur des espérances de vie donc, à 5 ans qui sont plus importantes, avec un taux de 65% de survie à 5 ans, donc on n'est pas du tout dans la même moyenne de données. Et par contre, là, on va parler plutôt de pronostic fonctionnel, c'est-à-dire que nos traitements peuvent laisser des séquelles. Et on a réussi à faire beaucoup de progrès, puisqu'on a de bonnes survies, mais on s'intéresse bien sûr à la qualité de vie des patients et à la manière dont on peut mieux agencer ces traitements, peut-être omettre certaines parties de traitement chez des patients qui ont un meilleur pronostic pour qu'ils aient moins de séquelles et qu'ils aient une bonne qualité de vie à l'issue des traitements. Sans se faire peur, mais pour bien informer, peut-être aussi préciser, si vous en êtes d'accord, que ce cancer-là, ou celui du pancréas, se développe et on a des statistiques qui prouvent qu'on risque d'avoir des causes de mortalité plus fortes avec ces cancers, que ça pourrait être à l'horizon 2030 un des cancers qui serait le plus concernant pour la population, c'est une réalité ? C'est ça, c'est pour le cancer du pancréas, effectivement, l'incidence augmente sans qu'on comprenne d'ailleurs complètement les raisons de cette augmentation d'incidence. Et malheureusement, pour le moment, nos traitements font des progrès limités et on projette effectivement que le cancer du pancréas soit la deuxième cause de mort par cancer, à l'horizon 2030. Alors, raison de plus pour, évidemment, c'est le but de cette émission, de s'informer au mieux, de vulgariser et de parler des traitements.
aujourd'hui, heureusement, la médecine marque des points contre ces maladies. La preuve, le cancer du rectum était de mauvais pronostic. Il ne l'est plus, il est changé de catégorie. C'était il y a 20 ans à peu près, on peut dire. Jean-Frédéric Blanc, que manque-t-il aujourd'hui justement pour qu'on retrouve le pancréas et qu'il change de catégorie ? C'est une question compliquée. C'est une tumeur qui, pour diverses raisons que l'on ne comprend pas toutes très bien, est résistant à la plupart des traitements conventionnels des cancers. Donc les progrès, ils viendront d'une optimisation de la prise en charge, d'une prise en charge rapide, pluridisciplinaire, ce qui permet de traiter des cancers en stade plus précoce, où là, même en cas de cancer du pancréas, le pronostic est meilleur. Et puis, il dépend également de la recherche, de l'arrivée de nouveaux médicaments, de thérapies innovantes. Et là, c'est le rôle justement de structures telles que le CHU, d'assurer à la fois la prise en charge optimale par une équipe pluridisciplinaire dès le début de la maladie, et puis de donner accès à des thérapies innovantes. On va reparler de cette prise en charge rapide. Peut-on dire justement que dans ces cas-là, qui plus est, vous venez de le dire, que le taux de guérison, la façon dont on va pouvoir répondre à ce cancer est largement lié au moment et au bon moment où on va le détecter? C'est une règle générale pour les cancers. Plus le cancer est détecté à un stade précoce, plus on a de chances de le guérir. La chirurgie est le traitement standard des cancers solides, et ce qui permet de guérir encore pour beaucoup de cancers. Donc, plus une tumeur est prise à un stade précoce, plus on aura une chance d'avoir accès à la chirurgie. Donc il est important de diagnostiquer, surtout dans le pancréas, les tumeurs précocement, et soit de les opérer, soit de les rendre opérables. Donc on a maintenant des stratégies qui permettent d'accéder à des traitements curateurs et de donner de bien meilleurs résultats, parce que pour rester optimiste, un cancer du pancréas opéré, les survies à 5 ans ne sont pas de 5-10%, elles sont maintenant de 40 voire 50%. Donc l'optimisation de la prise en charge. C'est pas pour nous abreuver de chiffres, mais c'est combien de cas qui peuvent être opérés sur l'ensemble des cancers du pancréas? Trop peu pour l'instant, c'est bien sûr le cas. Probablement moins de 20%, moins de 10 à 20% des patients peuvent être opérés, d'où l'intérêt du diagnostic précoce et de la prise en charge rapide. Alors justement, diagnostic précoce, prise en charge rapide, on a bien compris, on va revenir vers vous parce qu'on est tous concernés à partir d'un certain âge par la prévention du cancer colorectal, donc on va en parler. Mais pour le pancréas, en matière de prévention et de veille, qu'est-ce que les gens qui nous suivent aujourd'hui ou qui veulent faire passer des messages à des membres de leur famille, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, je pense qu'on parle là de prévention. Le professeur Vandrely sont des données assez générales de prévention des cancers et beaucoup d'hygiène de vie, beaucoup d'impact de l'environnement. Pour le pancréas, on ne connaît pas de facteurs de risque très forts en dehors du tabac qui nous permettraient de le dépister. Donc il y a quand même le tabac. Donc le tabac, oui. Le tabac est un facteur de risque. Plutôt pour le poumon ou la langue, mais qui est aussi sur le pancréas. Exactement. Sur le pancréas, c'est le facteur principal. Professeur Vandrely, j'ai envie de dire c'est un peu plus simple pour le cancer colorectal. On a l'impression qu'il y a des campagnes permanentes d'information, de sensibilisation et de prévention. D'abord, est-ce qu'elles sont suivies d'effets et est-ce qu'elles marquent des points, si je puis dire? Et est-ce qu'on peut donner encore des conseils de prévention par rapport à ça? Alors je pense effectivement qu'on peut continuer à donner des conseils de prévention, et je dirais que c'est toujours bien de les rappeler, on les connaît, le plus difficile c'est de changer ses habitudes. Donc les conseils de prévention, ils sont relatifs à notre nutrition en particulier. Alors on va regarder d'ailleurs une infographie qui va vous permettre aussi d'appuyer vos déclarations. Donc en ce qui concerne le cancer colorectal, on sait très bien que notre alimentation occidentale qui est trop riche, trop grasse, trop de viande est un facteur favorisant. Donc les recommandations sont de limiter la consommation de viande rouge. Alors très spécifiquement, on dit moins de 300 grammes par semaine, charcuterie moins de 150 grammes par semaine, et d'augmenter au contraire notre consommation de fruits et légumes, avec cette idée qu'on peut retenir assez simplement, 5 fruits et légumes par jour. Quand on dit 5 fruits et légumes, c'est des portions. Salade de fruits avec 5 fruits, ça compte pas. Ouais. Il faut avoir 5 portions dans la journée. Également, augmenter les fibres, ça va avec les fruits et légumes, les céréales complètes, le riz complet, etc. L'alcool est un facteur de risque également de cancer colorectal. Donc là aussi, il y a des recommandations je dirais, il n'y a pas de risque zéro avec l'alcool. En particulier, ça se retrouve aussi dans le cancer du sein. Mais il y a des recommandations de risque acceptables et on dit moins de 2 verres par jour et pas tous les jours. Déjà, si on arrive à ça, c'est pas mal.
Alors au-delà de cette prévention, on va dire, d'hygiène de vie, il y a un suivi sur le cancer colorectal qui est porté toujours par une grande campagne de communication. Il y a plein d'opérations autour de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est grâce à cela qu'on a marqué des points, que la maladie recule, en tout cas que vos chiffres sont meilleurs? Et on le disait tout à l'heure, qu'il est passé d'une mauvaise catégorie à une meilleure catégorie de cancer. Alors très certainement, il y a un dépistage du cancer colorectal qui permet de diagnostiquer des tumeurs plus précocement et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de rentrer dans des stratégies thérapeutiques qui vont être à visée curative. Et là aussi, le dépistage, c'est à partir de 50 ans. C'est un test immunologique qui se fait sur les selles, qui est assez simple à faire. Alors c'est un petit peu, effectivement, les patients sont parfois réticents à le faire, mais c'est simple à faire. Et ça permet de détecter du sang dans les selles. Et ça... c'est pas forcément le signe que vous avez un cancer, mais c'est le signe qu'il va falloir aller un peu plus loin et faire une coloscopie, donc un examen du côlon où on va aller rechercher soit des cancers, mais aussi des polypes, parce que les polypes peuvent être la phase qui précède le cancer, et dans ce cas-là qu'on peut enlever et bien sûr éviter qu'il ne dégénère en cancer. Alors, très pratico-pratique, c'est le but de ces rencontres et de participer à cette journée mondiale contre le cancer. Si une personne nous dit ou nous écoute et dit mais comment ça se fait, je ne suis pas concerné, mon médecin traitant peut m'équiper de ce matériel de prélèvement. On peut le demander au médecin traitant, mais normalement on reçoit à partir de 50 ans. On ne pas avoir reçu le courrier ou de le rejeter bêtement et on peut le redemander à son médecin traitant. Tout à fait, sans problème. Je crois que c'est important, au-delà de la prévention, et malheureusement, on a bien compris que pour le pancréas, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas dans celui qui nous concerne aujourd'hui avec vous, Véronique Vendrely, l'objectif, c'est toujours le même, ce qu'on entendait aussi avec le professeur Blanc, c'est d'agir vite. Qu'est-ce que ça veut dire une prise en charge rapide, justement, en matière de cancéro? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... qu'est-ce qu'on cache derrière ce mot de prise en charge rapide? Parce que tout le monde a envie de ça, mais tout le monde ne peut pas l'avoir parce qu'il faut être détecté au bon moment. Alors, bien sûr, c'est l'intérêt là, du dépistage dont on a parlé, mais c'est après, à partir du moment où le diagnostic est posé, qu'il puisse y avoir une coordination entre les différents soins, entre les examens qu'on va demander pour voir si la tumeur est restée localisée ou si elle est déjà métastatique, et puis le début des soins. Et donc là, je dois dire qu'au CHU de Bordeaux, on a cet atout-là de tout avoir sur place, de travailler ensemble, d'avoir cette coordination avec également les réunions de concertation pluridisciplinaires qui nous permettent de discuter du cas de chaque patient pour proposer la stratégie thérapeutique la plus appropriée. Alors justement, on va parler, c'est pas pour faire de l'égocentrisme du CHU de Bordeaux ou faire cocorico, ce qui est important, on l'a vu, on a fait, et on vous invite d'ailleurs à la retrouver en ligne aussi, une émission spéciale sur les cancers pédiatriques. On a vu comment c'était important d'avoir un réseau de spécialistes comme vous, au niveau évidemment du CHU, au-delà du CHU avec les CHU. Et c'est ça ma question, est-ce que vous avez le même travail qu'en pédiatrie? Est-ce que vous allez confronter vos recherches, vos découvertes, vos observations avec les CHU de Poitiers, de Limoges, voire le national? Et comment ça fonctionne? Parce que là, on vient d'entendre parler de ça. Est-ce que c'est aussi le cas dans votre domaine? Oui, bien sûr. Alors, pour revenir sur la rapidité, oui, et pour donner des chiffres, puisque oui, dans le pancréas, on a des niveaux d'exigence théorique assez forts, c'est-à-dire qu'on considère qu'entre le moment où le diagnostic a été évoqué et le moment où on commence à traiter, 1 mois est le bon délai. Ce qui veut dire qu'en 1 mois, il y a un grand nombre d'examens à faire. Et plus une équipe centralise ses examens, il faut faire de la radiologie, il faut faire des prélèvements, il faut avoir l'avis du chirurgien, des réunions multidisciplinaires. Donc le fait d'avoir une équipe qui assure l'ensemble de cette partie diagnostique est important pour rester dans des temps raisonnables de prise en charge. Ensuite, effectivement, les techniques que l'on utilise, tout ce qui est du domaine de la recherche se fait en réseau en France, en réseau de façon régionale. On partage ce qu'on appelle les essais cliniques, donc les molécules innovantes dont on dispose, ce qui fait qu'on sait ce qui est disponible à Poitiers, à Limoges, à Bordeaux, mais même dans d'autres centres français pour pouvoir orienter au mieux les patients en fonction de leurs besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, le patient choisit son centre de soins ou est-ce qu'il lui est désigné de par sa domicilialisation? C'est-à-dire, est-ce que le patient a le choix de l'endroit ou du médecin avec qui il veut être en contact? Pour l'instant, en France, c'est le cas. Il n'y a pas d'obligation à aller dans un centre spécifique en fonction de son domicile. Okay. Est-ce que sur ces 2 cancers dont on parle beaucoup, que ce soit du côté pancréas ou côté du rectum, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'au-delà des CHU, on peut aussi aller faire ces examens, etc. Ou est-ce qu'on va aller forcément faire les premiers examens au CHU, quitte après être suivi par une autre antenne? Oui. Alors, je pense qu'il peut y avoir une disparité quand même nationale.
Cela dit, sur ces deux types de cancers, il est quand même possible d'avoir le diagnostic fait effectivement en dehors de grands centres, mais c'est toujours intéressant pour le coup d'être référé ou que le dossier puisse être discuté dès qu'on est sur des questions particulières. Je dirais que les médecins oncologues en périphérie sont aussi très au courant de ça et on a cette habitude de travailler en réseau. On a dans nos réunions de concertation pluridisciplinaire énormément de dossiers qui sont envoyés de centres plus périphériques que nous n'allons pas traiter, mais pour lesquels on va rendre un avis et discuter avec nos collègues de la prise en charge. Et sur des traitements particuliers, effectivement, les patients seront référés au CHU. Professeur Blanc, je viens vers vous parce que vous êtes un peu le porteur de mauvaises nouvelles dans cette table ronde. Avant le traitement, il y a l'annonce. Comment se passe, dans le cas de ces cancers qu'on a pudiquement baptisés de mauvais diagnostic, comment se passe l'annonce et comment c'est partagé? Parce que vous avez parlé là de travail d'équipe. C'est un moment évidemment ô combien important. Comment vous partagez cette information et quel est le suivi après avec le patient qui est informé? C'est un moment qui est difficile. Pour le patient, bien sûr. C'est une annonce de mauvaise nouvelle. C'est un moment qui est difficile aussi pour le médecin qui l'annonce. Alors, puis au cancer du pancréas, on a aussi plusieurs stades. On peut parler de guérison. Il y a d'autres stades où on ne parlera pas de guérison, ce qui est beaucoup plus difficile. L'annonce du diagnostic est quelque chose qui est formalisé, c'est-à-dire que ça ne se fait pas, ou ça ne se fait plus, j'espère, dans un couloir ou par téléphone. Donc c'est dans une consultation spéciale avec, dans notre structure, l'aide immédiate après de psychologues, voire d'infirmières, de façon à bien préciser au patient le diagnostic, mais également la prise en charge, parce qu'il faut aussi se projeter vers l'avenir sur ce que l'on est capable de faire, ce que l'on va faire, et parler du futur, ce qui est compliqué au moment où l'on annonce un cancer qui va être potentiellement mortel. Partager cet accompagnement, même si c'est quelquefois peut-être plus facile à entendre quand on annonce une maladie différente que celle du pancréas? Oui, bien sûr. Et surtout, ces annonces, en fait, elles se font... alors, il y a une annonce principale, je dirais, mais finalement, elles vont aussi se faire dans le temps. C'est-à-dire qu'on va revoir le patient, on va pouvoir réaborder des choses qui n'ont pas forcément été entendues la première fois. Et effectivement, il y a des infirmières qui vont également faire un temps d'accompagnement soignant pour reprendre les éléments de ce qui ont été dit. Et puis après, il y a tout le suivi du patient. Il y a malheureusement parfois des récidives, donc de nouveaux temps d'annonce. Donc, c'est effectivement assez multiforme. Alors justement, on parle là du choix du patient et le docteur Blanc saluait que c'était encore possible en France de choisir son centre de soins. Est-ce que le patient peut choisir aussi ce qu'il va subir, dans le sens du terme, positif ou négatif en matière de traitement? Il y a le dernier Houellebecq qui aborde ce sujet. Je ne sais pas si les gens qui nous suivent ont encore eu l'occasion de se plonger dans les quelques 500 pages du dernier Houellebecq. Mais il a un de ses héros qui est confronté à un cancer, en l'occurrence de la bouche et de la mâchoire, et qui a sa première réaction, c'est qu'on lui dit le bazar que ça va être, qui dit on ne s'occupe pas de moi, quoi. Est-ce que ça peut être une réaction que vous entendez en tant que médecin, professeur Blanc, et est-ce que justement il faut quelquefois convaincre le patient, quelle que soit la durée de vie annoncée, quelquefois très courte, on vient de l'entendre, qu'il va y avoir des soins, ou est-ce qu'on peut entendre le patient et dire il n'y aura pas de soins? On peut entendre le patient, le comprendre. Je pense qu'il faut être honnête, c'est une discussion honnête. Quand on propose un traitement, il faut une stratégie thérapeutique, plus qu'un traitement, ça peut être un ensemble de traitements. Il faut exposer les avantages attendus, il faut exposer les inconvénients de façon la plus objective possible. Et ensuite, c'est le patient qui va participer à la discussion. Il faut savoir s'il accepte des inconvénients. On peut vouloir gagner quelques mois, voire années de vie au prix d'effets secondaires parfois sévères. D'autres personnes préféreront vivre un peu moins longtemps, mais sans avoir les effets secondaires du traitement. Donc c'est une décision personnelle du patient que l'on partage avec lui. L'important, je pense que c'est d'être objectif et honnête dans ce qu'on lui propose. C'est clair. Alors, on va quand même aller sur des choses plus heureuses. Heureusement, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a des progrès. Il y a des progrès de la chirurgie, il y a des progrès évidemment de la radiothérapie, de la chimio. Sur ces cancers-là, je commence peut-être avec vous, professeur Vandroli. Quels sont justement les acquis récents, les évolutions possibles et attendues rapidement? Qu'est-ce qui fait qu'on va
allez, se donner un peu d'espoir dans cette journée mondiale contre le cancer. Alors, ça va permettre de rebondir d'ailleurs sur la question qui était posée à Jean-Frédéric Blanc, c'est-à-dire que effectivement, il y a des cancers comme le cancer du rectum pour lequel on a fait énormément de progrès, où aujourd'hui on indique des stratégies où il y a de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la chirurgie. Qui peuvent s'accompagner, alors certes de la guérison du patient, mais de séquelles qui peuvent être des séquelles digestives, fonctionnelles, sexuelles ou urologiques, et où finalement on se rend compte qu'on peut peut-être désescalader finalement nos traitements, et que on peut peut-être stériliser les tumeurs avec simplement de la radiothérapie, de la chimiothérapie, et pouvoir se passer de la chirurgie derrière, mais peut-être avec un risque de récidive locale un petit peu plus important, ou au contraire, chez des patients qui répondent bien à la chimiothérapie, peut-être passer à la chirurgie et se passer de la radiothérapie. Donc toutes ces stratégies sont en cours d'évaluation dans des essais thérapeutiques. Et ce que je trouve intéressant par rapport à la question que vous souleviez, c'est que de plus en plus, on va vers des décisions médicales partagées, c'est-à-dire que certains patients vont dire « mais moi, le risque d'avoir une stomie, c'est-à-dire une poche, je ne l'accepte absolument pas ». Donc on va miser peut-être plus sur la radiothérapie et la chimiothérapie. D'autres vont dire « ah non, mais moi, si on enlève la tumeur, au moins on est sûr qu'elle est partie ». Donc c'est absolument la chirurgie. Donc c'est pas, je dirais, à la carte. Hein, c'est un peu comme vous donniez tous les deux, ça va être mon expression. Mais en tout cas, il y a de l'échange, énormément d'échanges. Voilà, il y a énormément d'échanges et notre rôle, ça va être de présenter honnêtement, voilà ce qu'on peut proposer comme stratégie, voilà ce qui peut se passer, les séquelles possibles, les chances de guérison et d'avoir cette discussion avec le patient en fonction aussi de ce que lui veut. L'articulation des traitements, on vient d'en parler avec vous, on en reparle avec le professeur Vandrely. Est-ce qu'on peut parler de progrès? Est-ce qu'on peut dire où est-ce que sont aujourd'hui les espoirs de progrès? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est assez palpable, assez proche dans le temps pour qu'on dise oui, ça va évoluer? Ou est-ce qu'on est quand même toujours dans une période de recherche clinique, dans le bon sens du terme, et on ne peut pas trop annoncer? Qu'est-ce qu'on peut laisser passer comme message par rapport au pancréas? Au pancréas, j'ai l'impression qu'il y a deux parties dans la question. Il y a une partie qui est articulation des soins, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le parcours de soins. Et ça, c'est des choses qui se mettent en place, qui permettent... Ça progresse, on évolue. Exactement, ça progresse. Ça permet aux patients de rencontrer les divers intervenants et d'avoir un parcours de soins très, très fluide, ce qui va permettre de mieux soigner. Donc ça progresse beaucoup. Pour ce qui est de l'accès aux nouveaux traitements, c'est également de plus en plus facile. Il y a des essais cliniques partout en France, des essais cliniques innovants dans des centres plus spécialisés, tels que le CHU ou les centres anticancéreux. Donc, il y a un accès aux soins qui est quand même meilleur, et je pense que cela va se traduire, et cela se traduit déjà par une amélioration du pronostic. Il ne faut pas être complètement négatif sur le cancer du pancréas. Les progrès sont plus lents que dans les autres cancers, mais ils arrivent. Sur cette... Peut-être que les gens découvrent, en tout cas on entend en parler beaucoup et c'est intéressant, c'est-à-dire cet échange. On parle de décision partagée. Vous avez quel regard sur cette expression? Est-ce que c'est une expression que vous revendiquez ou est-ce qu'elle est trop généraliste et peut-être journalistique pour dire que c'est une réalité de terrain? Est-ce que la décision est vraiment partagée ou est-ce qu'à un moment, le spécialiste, heureusement que vous êtes là, l'un ou l'autre, et vos confrères et consoeurs, doivent dire, bah non, attendez, j'entends bien ce que vous me dites, mais là, il va falloir, on va opérer ou on va faire une chimio ou une radiothérapie. Entre guillemets, est-ce que c'est partagé en partie seulement? Alors, en fait, le concept de décision médicale partagée, il est extrêmement précis. Ouais. Et effectivement, il ne s'applique pas à toutes les situations et tous les cancers. Il a été développé énormément en urologie pour les cancers de prostate et dans des situations où on peut proposer soit la chirurgie, soit la radiothérapie. Avec vraiment toute une mise en place, également... l'intervention d'infirmières de temps d'accompagnement soignant pour redonner des explications et recueillir les volontés du patient, je dirais un peu indépendamment du chirurgien ou du radiothérapeute qui vont peut-être avoir quand même tendance à pousser l'un et l'autre vers leur technique. Donc, il y a une définition précise. Au-delà de la décision médicale partagée, il y a cette idée, je pense là quand même qui est tout à fait générale, qui est qu'on n'impose jamais à un patient un traitement qu'il ne veut pas et que, bien sûr, il va falloir un consentement, qui n'est pas forcément un consentement écrit, mais qui est le travail de toutes nos consultations, hein, d'avoir cet échange, de présenter les traitements et ensemble de décider du meilleur traitement. Mais je veux dire, par ailleurs, effectivement, il y a des situations dans lesquelles les possibilités thérapeutiques et les espoirs de guérison, il n'y a pas 36 choix possibles. Vous partagez cet avis, professeur Long? Oui, je pense qu'il y a deux niveaux de décision médicale. Il y a un niveau qui est un niveau de décision multidisciplinaire. Tout
patient qui a un cancer va bénéficier d'un examen de son dossier en réunion multidisciplinaire où va être prise une décision qui va sembler la meilleure possible au vu des connaissances scientifiques actuelles. Et c'est cette décision que l'on va exposer au patient en lui présentant comme celle que l'on considère comme la meilleure. Et ensuite, il y a une discussion avec lui qui est une discussion entre l'oncologue et le médecin qui va amener le plus souvent à ce que le patient choisisse cette décision, mais dans certaines situations, il peut la remettre en cause ou la discuter. Et bien sûr, on n'impose pas un traitement contre la volonté d'un patient. Alors, ce qui peut rassurer le patient, et ce qui le rassure certainement, c'est justement quand les traitements montrent qu'ils sont des traitements qui permettent de sortir de la maladie. Et là, on va être un peu satisfait, autosatisfaction au niveau du CHU de Bordeaux. Il y a des chiffres qui font que vous êtes souvent bien classé au niveau national dans les traitements de ces deux cancers. En quoi c'est un marqueur pour vous, l'un et l'autre? En quoi c'est important, justement, de pouvoir, entre guillemets, faire valoir de bons résultats? Alors, c'est important parce que je pense qu'on est impliqué dans justement l'amélioration des traitements pour nos patients, et ça témoigne de l'activité de recherche clinique que nous avons dans nos services, parfois également de l'activité de recherche fondamentale qui est un petit peu dissociée, et d'une coordination d'équipe, coordination de traitement qui est essentielle dans ce type de stratégie. Est-ce que c'est réellement rassurant pour les patients? Est-ce que dans le rapport dont on vient de parler avec les patients, vous entendez parler de ça? C'est-à-dire, ah oui, on sait que vous êtes plutôt bien placé, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur qui leur permet de mieux appréhender ce qui les attend? Ça peut probablement les mettre plus en confiance en se disant que l'équipe a été reconnue, alors sur des critères qui sont ce qu'ils sont, mais que c'est une équipe reconnue. Et j'insiste sur le thème équipe. Ça veut dire qu'on a des experts aussi bien en radiologie qu'en analyse biologique qu'en chirurgie, et que l'on peut traiter ces patients dans de bonnes conditions, avec aussi, ce dont on parle souvent, c'est des notions de volume, c'est-à-dire que plus l'on voit de patients, oui, plus on gagne en expérience, et qu'un centre qui va opérer le cancer du pancréas, c'est quelque chose qui est une chirurgie très complexe, donc un centre qui va opérer 80 à 100 patients par an aura une expérience, une gestion de la chirurgie qui sera meilleure qu'un centre qui opérera 2 cancers du pancréas. Une récente étude a d'ailleurs montré qu'on pouvait, nous patients, aller vérifier combien mon centre faisait d'opérations par an et peut-être se rassurer en disant qu'il y a une meilleure maîtrise. Puisqu'on parle d'opérations, professeur Vendrely, pour éviter, en matière de cancer du rectum, il y a une volonté d'éviter de la chirurgie. On préserve, je crois, 60% des patients de ces interventions-là, ou est-ce que le chiffre n'est pas celui qu'il faut mettre en avant? Alors, c'est vrai pour des petites tumeurs. Pour les petites tumeurs, soyons précis. Au CHU de Bordeaux, on est engagé dans cette recherche-là depuis des années. L'idée, effectivement, c'est de stériliser la tumeur en utilisant la radiothérapie et la chimiothérapie, et puis se contenter d'une surveillance ou peut-être d'une exérèse locale, et ne pas avoir cette intervention qui touche l'ensemble du rectum et qui est plus lourde et qui est plus génératrice de séquelles. Alors évidemment, c'est pas possible si on a des grosses tumeurs, ça. C'est possible sur de petites tumeurs, mais en même temps, voilà, ça c'est aussi toute une voie de recherche qui continue. Et on espère pouvoir proposer ces techniques de préservation à de plus en plus de patients. Allez, une dernière piste d'optimisme, puisqu'on en avait quelques-unes grâce au CHU de Bordeaux. Le CHU s'annonce comme pionnier dans les essais thérapeutiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être plus précis sur cette expression et qu'est-ce que ça veut dire au service du patient? Alors, il y a des unités de recherche clinique au sein du CHU, en oncologie digestive, en oncologie, ou dans les services qui font qui traitent des patients avec des cancers. Cela veut dire que l'on a des personnels spécifiques qui permettent d'accéder à des traitements, des stratégies thérapeutiques et des traitements innovants, y compris ce que l'on appelle des phases précoces, c'est-à-dire des traitements qui sont au tout début de leur développement. Alors, il y a beaucoup, heureusement, de traitements en cours de développement dans le cancer, et c'est évidemment une chance de pouvoir y accéder de façon très précoce. Et là, le CHU, une structure de recherche clinique qui permet vraiment d'accéder à l'ensemble de ces traitements innovants.
Bien, merci pour cette note d'espoir en fin de table ronde. Je vous le rappelle, 2 tables rondes spéciales dans le cadre de cette journée mondiale contre le cancer avec Sud-Ouest TV7 et en partenariat fort, vous venez de le voir, avec le CHU et ses experts. On vous donne rendez-vous sur une opération différente mais ô combien importante pour justement continuer à apporter des aides à la recherche. On vient de voir que c'est important. Sud-Ouest avait créé en plein Covid l'an passé un challenge Tour du Monde. N'ayons pas peur des mots, en fait il s'agit de courir, de pédaler, vous toutes et nous toutes et tous. La volonté, c'est de récolter de l'argent pour la Ligue contre le cancer. Ça va démarrer le 1er avril 2022. Ça sera à suivre sur sudouest.fr, tv7.fr et les Facebook de nos supports préférés. Et on sait que vous êtes attentifs à tout cela. Vous verrez, c'est très simple. Ça ne coûte pas grand-chose et ça va permettre à la recherche de faire des pas. On en a bien besoin. On vient de le vérifier avec vous deux, chers professeurs et professeurs. Merci de votre participation. Bonne fin de journée et à bientôt.